Otep à tous et à toutes, c'est votre frère Bertie Le Camit, de son vrai nom Sikadi Bertrand. Je vais faire une toute petite vidéo pour apporter quelques suggestions, hein, entre autres, hein. Et c'est déjà ce que j'ai précisé dans un chapitre, n'est-ce pas, de mon livre intitulé Folie et calvaire des migrants. J'ai mis dedans, j'ai rédigé un chapitre intitulé Mes suggestions aux dirigeants africains. Donc ça en fait partie ce que je vais proposer d'ici quelques secondes. Donc quelque part en Afrique, je pense que si nous avons tant de problèmes aujourd'hui, c'est dû, n'est-ce pas, depuis la chute de l'Égypte antique. Euh, nos dirigeants ont abandonné le combat. Nous souffrons, l'Afrique souffre d'un véritable problème de leadership. L'Afrique n'a pas cette élite capable de défendre ses intérêts, prête à mourir même pour ses intérêts. Malheureusement, le peuple qui n'a pas suffisamment parfois de formation ou bien de culture politique pour comprendre certaines choses tombe toujours dans des erreurs. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire pour mieux illustrer mon propos. Je suis encore sur le plan purement politique. À chaque fois que en Afrique, des vrais dirigeants, les vrais souverainistes, les vrais indépendantistes sont dans une guerre ouverte avec les Occidentaux qui sont là pour siphonner le sous-sol, pour piller les richesses, à chaque fois qu'ils sont confrontés au réseau FOCA, pour le cas de la France d'ailleurs, qui a excellé dans ce sens-là en faisant des tueries, en organisant des massacres en Afrique, on a remarqué quelque chose, c'est que la plupart du temps, les Africains eux-mêmes ne savent pas où se trouvent leurs intérêts, encore moins comment les défendre. Ils ne savent pas eux-mêmes où se trouvent leurs propres intérêts. C'est-à-dire que vous avez le cas je prends le cas par exemple de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui était un véritable souverainiste, un ultranationaliste qui aime son pays et qui était en train de faire, malgré qu'il n'a pas eu assez de temps pour le faire, Laurent Gbagbo avait entrepris un travail fou en Côte d'Ivoire concernant ici, on va dire, la libération du pays. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo était en train de travailler pour qu'effectivement la Côte d'Ivoire devienne un pays souverain. Pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir sa monnaie, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir pour la première fois de son histoire une véritable armée républicaine capable de défendre l'intégrité du territoire, ce qui n'est pas encore fait en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas fait dans beaucoup de pays africains du précaré, surtout français. C'est-à-dire qu'avec des accords de coopération à l'époque, qu'est-ce qui se passait? La France disait à ceux qui dirigeaient l'Afrique, alors vous n'avez pas besoin d'une véritable armée. Pourquoi? Parce que nous, l'armée française, nous sommes là. En cas d'attaque, c'est l'armée française qui doit défendre vos intérêts. Ce qui explique pourquoi, en Afrique, la plupart du temps, nos palais étaient, n'est-ce pas, toujours près de l'ambassade soit des États-Unis, soit près de l'ambassade de France. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire où il y a un tunnel entre les deux. Et Laurent Gbagbo, une fois ayant pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a commencé à faire un travail de fond. Il y a un mur qui a été construit pour séparer l'ambassade de France de son palais. Et, ironie du sort, je dirais plutôt, on ne pouvait pas s'attendre à cela, mais malheureusement, c'est ce qui va arriver en 2011 lors des violences post-électorales, des élections de, on va dire, de 2010. Ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que les Français, pour attaquer Laurent Gbagbo, l'armée française notamment, va être obligée, va passer par ce même tunnel et va donc percer le mur que Laurent Gbagbo avait construit. Et c'est par là-bas qu'ils vont pomper le maximum de gaz toxiques, chimiques, pour étouffer le président Laurent Gbagbo à l'intérieur de son palais avec toute sa famille. Je cite ici, n'est-ce pas, le témoignage de Viviane Gbagbo, qui est la belle-fille de Laurent Gbagbo,
Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans un ouvrage que je vous avais déjà présenté ici, Laurent Gbagbo pour la vérité, et l'ouvrage qu'il a coécrit avec François Mattei. Voilà. Pour la vérité et la justice. Donc, vous allez retrouver toutes ces références-là à l'intérieur. Mais Laurent Gbagbo, pour revenir à ce que je suis en train de dire, Laurent Gbagbo qui est un véritable, pas panafricaniste, il ne l'est pas, mais c'est un nationaliste qui aime bien son pays. On ne peut pas me citer 3, 2 ou 4 actions panafricanistes qu'on puisse mettre au compte de Laurent Gbagbo. Il a aussi commis beaucoup d'erreurs. Ça, il faut le reconnaître. Mais il est certainement au crépuscule de sa vie. C'est terminé sa vie politique. À ce que je sache, il y a encore évidemment ceux qui pensent que Laurent Gbagbo peut encore être président. Je ne suis pas de ceux-là et je pense qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération, que ce soit Gbagbo, Ouattara, Bédi et tous ces gens. Ils doivent passer et laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Au moins d'une jeunesse d'ailleurs qui est très très intelligente. Il y a beaucoup de talent dans ce pays. Je prenais l'exemple de Laurent Gbagbo et Ouattara pour faire comprendre, mieux illustrer mon propos. Il y a ce peuple-là qui n'a pas compris que le véritable héros qui se battait pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'était bel et bien Laurent Gbagbo. Les autres, le camp d'en face, a été manipulé et on s'est surtout servi de quelque chose, malheureusement, dont on se sert beaucoup en Afrique, le fait religieux. L'aspect religieux a beaucoup joué. Alassane Ouattara étant très malin, étant quelqu'un de vicieux, a compris, et il a joué dessus. On a aussi passé le temps, comme c'est le cas au Cameroun aujourd'hui, à rappeler au Dioula, entre guillemets, qui veut dire en réalité commerçant, on a passé le temps à dire au Dioula, non, un Dioula ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Un Dioula ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Comme on est aujourd'hui en train de dire, quand tu perds son temps, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Et c'est comme ça que Alassane Ouattara, ayant compris, ayant travaillé au sein de ce système, maîtrisant l'appareil de l'État, il a donc surfé dessus pour rappeler aux autres, attention, vous devez être avec moi parce que les autres ne nous aiment pas. Parce que nous sommes tous des Dioula, nous sommes tous des musulmans. Mais Alassane Ouattara, il est tout sauf musulman. Il boit du champagne, il aime bien du bon vin de Bordeaux, il aime bien manger du cochon, il adore tous ces trucs-là. Mais quand il fait se passer pour le musulman, il est bien fort. Et bien dans ça, il a su bien manipuler une frange de la population qui n'a pas compris que le véritable piège se situait à ce niveau. Il y avait quelqu'un qui voulait travailler pour la libération effective de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Laurent Gbagbo, et quelqu'un qu'on appelle Ouattara, qui était là pour défendre les intérêts de la France et des multinationales. Le peuple n'étant pas suffisamment cultivé sur le plan politique, est tombé dans ce piège-là. Et le résultat aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve dans la situation où elle est. Malgré tous les chiffres qu'on annonce, la croissance à 2-3 chiffres, la Côte d'Ivoire se porte très bien, mais les poches sont vides. Le panier de la ménagère est vide. Il y a beaucoup de souffrance en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même si d'un autre côté, on montrait quelques ponts, on montrait quelques autoroutes. Mais le peuple souffre. La joie de vivre qu'il y avait en Côte d'Ivoire a disparu. Les lieux de fête, d'ambiance et tout ça, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus la même ambiance. Je peux laisser le cas de la Côte d'Ivoire pour prendre ici le cas du Togo, Sylvanus Olympio. Même si cette fois-là, il n'y a pas eu un peuple dans les rues pour défendre un candidat officiellement pour les intérêts de la métropole. Sylvanus Olympio va gagner les élections et va commencer à bâtir sa monnaie, ce que Laurent Gbagbo voulait faire en Côte d'Ivoire. Sauf qu'il n'a pas pris des prédispositions. On ne peut pas commettre tout le temps les mêmes erreurs. On ne peut pas se comporter tout le temps de la même façon en attendant un résultat différent. C'est l'erreur que commettra Laurent Gbagbo en voulant créer sa monnaie, en voulant la souveraineté de la Côte d'Ivoire, en voulant créer une véritable armée, mais derrière, on ne sait pas, il n'a pas pris le soin de nouer des véritables contacts avec une puissance, pas moyenne, mais une puissance au-dessus de la France pour défendre ses intérêts et les intérêts de son pays. Il ne l'a pas fait. Résultat, il est tombé. Laurent Gbagbo est plus francophile que tout le monde. Il aime la France, il adore cette France, il adore la culture française. Voilà où s'est situé le piège. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Je venais de vous prendre l'exemple du Togo pour terminer là-dessus. L'exemple du Togo, ils ont compris. Le président togolais, Sylvanus Olympio, à l'époque, n'a pas pris les mêmes prédispositions, n'est-ce pas? Il n'a pas sécurisé, n'est-ce pas, son espace de vie, il n'a pas sécurisé son palais, il n'a pas fait le nécessaire. Il faut que, sur tous les endroits du continent africain où il y a un leader qui se lève, un véritable leader qui se lève, ce leader-là, charismatique, un leader qui se bat pour la souveraineté du pays, qu'il y ait massivement le peuple africain derrière lui pour le soutenir. Sinon, il va chuter. Parce qu'on ne peut pas voter pour quelqu'un. On lui donne sa voix. Demain, il est élu, c'est-à-dire qu'il va représenter nos intérêts. Et demain, il est soit tué, soit blessé, soit menacé par la France. Et on se tait chez soi, on attend que le miracle se fasse. Mais non, on doit être capable, si on a donné sa voix à quelqu'un, de se lever pour aller défendre cette même voix. On doit être capable de se battre pour les intérêts de son pays, quitte à mourir même pour les intérêts de son pays. Parce que le colon en face, qui vient se battre, c'est pour que les enfants de chez lui là-bas puissent avoir des écoles de qualité, c'est pour qu'il y ait des routes, c'est pour qu'il y ait des hôpitaux de qualité, c'est pour qu'il y ait l'ensemble de tout cela dans son pays. C'est pour ça qu'il se bat pour le futur de son pays. On doit être aussi capable de faire ce sacrifice en Afrique, c'est-à-dire être prêt à mourir avec nos vrais leaders qui défendent les intérêts du peuple. C'est ce qui manque. Combien étaient derrière Sankara pour le soutenir? Combien étaient derrière Laurent Gbagbo pour le soutenir? Combien sont derrière aujourd'hui Maurice Kamto pour le soutenir? Combien étaient derrière Lumumba qu'on a laissé tuer? Où était le peuple quand on menaçait à plusieurs reprises Modibo Keïta? Où était le peuple quand on tuait Amani Diori au Niger? Où était le peuple? C'est cette question-là qu'on doit se poser. Pourquoi tous ces héros sont partis sans le soutien véritable de leur peuple? C'est où se situe le problème. L'unité nationale est quelque chose en construction. Ça, c'était le deuxième volet du plan politique. Et cette unité nationale, je le dirais juste en quelques mots, est quelque chose à en devenir, est quelque chose à bâtir. On doit bâtir cette unité nationale. L'un des rares pays en Afrique qui a un peu réussi sur ce plan, c'est le Sénégal. Les Sénégalais, tous se sentent Sénégalais. Tous se sentent frères, presque, on va dire. L'unité nationale, tu sens quand même que quelque part, dans ce pays, ça a été bâti. On ne peut pas dire autant du Cameroun, qui est une catastrophe. On ne peut pas dire autant de plusieurs autres pays africains. On doit battre cette unité continentale. On doit bâtir, cette unité continentale. On doit bâtir cette unité nationale. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui doit normalement progresser. On doit sentir qu'il y a du progrès, qu'il y a une avancée sur ce terrain-là. Je passe sur le plan économique. Je rappelle que tout ce que je suis en train de vous dire, la plupart d'ailleurs, c'est dans mon bouquin que je vous ai présenté ici au début. Folie calvaire des migrants, qui retrace mon parcours de migrant clandestin du Cameroun jusqu'en France. Le volet économique est un volet aussi très très important. Très très important, le volet économique. Vous avez la monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA. On a tellement parlé, oui, le franc CFA. Tellement on est revenu dessus, on en a tellement parlé et reparlé. Mais on ne va jamais se lasser, il faut le faire. Et de façon continue. Et ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons impacter, toucher le maximum de personnes possible. Et surtout, c'est des choses à expliquer avec un français simple et un français accessible à tout le monde. C'est une monnaie créée depuis 1945, créée par la France, qui elle-même à l'époque était colonisée par l'Allemagne. L'Allemagne à l'époque qui avait imposé sa monnaie à la France. Au sorti de la guerre, il y avait les États-Unis qui avaient fait même d'ailleurs des propositions
pour que les pays d'Europe, à peine sortis de guerre, adoptent une monnaie américaine. Ils ont tous rejeté cette monnaie américaine pour rester avec leur propre monnaie. Ironie du sort, celui qui était victime de la colonisation, entre guillemets, allemande, c'est plutôt lui qui ira en Afrique créer une monnaie qu'on appelle le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, pour asphyxier le peuple africain, exploiter le continent africain à travers le franc CFA. Donc, quelqu'un crée sa propre monnaie, prête au continent africain, on vous dit ok, on vous donne notre monnaie, vous l'utilisez, c'est nous qui fabriquons et c'est nous qui tirons tous les bénéfices et toutes vos transactions qui sont faites avec le franc CFA ne sont convertibles que par nous, la France, et nous vous reversons la somme qui nous convient. Pour fabriquer, n'est-ce pas, que ce soit les billets ou les pièces, c'est fabriqué en France, c'est-à-dire ça crée de l'emploi sur place en France, mais en Afrique, pour vous les envoyer, c'est vous qui payez le transport, c'est-à-dire de ces monnaies-là, de la France pour le Cameroun, le Tchad, le Congo, tous ces pays qui utilisent le franc CFA. Voilà le mécanisme, c'est bien plus large que cela. Si je veux entrer dans des détails, ça va être très très long. Je voulais faire juste court pour dire, voilà un autre véritable défi qui attend le peuple africain, du moins du précaré français. Nous devons nous battre jusqu'au bout, nous devons mener cette lutte-là. Je dis bien, nous devons mener cette lutte-là jusqu'au bout pour que, enfin, cette monnaie de singe soit débarrassée, qu'on se débarrasse de cette monnaie de singe sur le continent africain, que nous puissions nous-mêmes créer une monnaie continentale, pourquoi pas. Mais si on ne peut pas créer tout d'un coup une monnaie continentale, au moins que région par région, que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Afrique australe, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, du Centre et l'Afrique de l'Est, qu'on puisse créer des monnaies endogènes au continent africain, des monnaies créées pas même, ne serait-ce que par question de dignité. On ne devrait plus en 2021 utiliser une monnaie qui est créée et qui appartient surtout à une autre puissance. On n'a pas avancé du tout. D'autres pays arrivent à le faire, mais pourquoi pas nous? Madagascar a sa propre monnaie, c'est une ancienne colonie française. La Syrie, une ancienne colonie française, a sa propre monnaie. Il y a des pays 100 fois plus pauvres que les pays du précaré français, le Cameroun, Congo, Tchad et tout ça. 100 fois plus pauvres, mais qui ont leur monnaie. La Gambie a sa monnaie. Il y a des pays pauvres qui ont leur monnaie, mais pourquoi nous, les pays du précaré français, n'arrivons pas à le faire? C'est un problème. C'est un gros problème. Nous laissons non seulement exploiter notre sous-sol par les multinationales qui appartiennent évidemment à ces mêmes pays. La France a plusieurs multinationales qui depuis des siècles siphonnent le sous-sol africain. C'est le cas d'Areva au Niger. C'est le cas de Bouygues. C'est le cas de Bolloré. C'est le cas de Lafarge et toutes ces sociétés-là qui exploitent le sous-sol en Afrique. C'est Total. C'est toutes ces entreprises, ces multinationales qui sont parfois 2, 3 fois, 10 fois plus puissantes que nos États, qui nous écrasent, qui nous humilient. Il faut que les Africains se battent contre cela. Il faut qu'on entre dans cette lutte. Il faut qu'on prenne cette lutte-là au sérieux, à bras le corps, qu'on se batte. Ils nous ont longtemps humiliés. On ne peut pas accepter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. On ne peut pas tout le temps accepter cela. Ce sont ces mêmes multinationales, ce sont ces mêmes États très riches qui financent le terrorisme chez nous. J'entre là sur le plan sécuritaire. Ce sont ces mêmes pays qui financent le terrorisme. Ce sont ces mêmes pays, à travers leurs multinationales, qui déstabilisent nos régimes, nos États, qui créent des coups, qui fomentent des coups d'État, qui financent le terrorisme islamiste, qui créent des guerres, qui attisent des tensions entre communautés. Ce sont ces mêmes gens. Et nous sommes au courant depuis des siècles, sauf qu'on n'a pas adopté la bonne formule
On n'a pas pris la bonne posture pour mettre cela hors de notre continent. On continue sur les mêmes chemins, sans faire attention, et on s'attend à un résultat différent. Ce sont les mêmes qui ont des bases militaires chez nous en Afrique. Bases militaires françaises, il y en a presque partout sur le continent. Bases militaires américaines. Bases militaires indiennes à Madagascar. Base militaire chinoise à Djibouti. Djibouti a d'ailleurs réussi l'exploit d'avoir 6 bases militaires sur son territoire. Un tout petit territoire qui appartient aux bases militaires étrangères. Chinoises, japonaises, françaises, italiennes, russes. Des bases militaires de partout. Sur un tout petit territoire. Le pays appartient aujourd'hui à la Chine. À toutes ces puissances-là. Que deviendront les Djiboutiens dans 30 ans, dans 40 ans? Ces territoires-là vont appartenir aux étrangers. Et malheureusement, là-bas, on ne fait pas autant d'enfants. Il faut occuper l'espace. La nature a horreur du vide. C'est un sujet très sérieux que je suis en train d'aborder. Très sérieux. Ils ont des bases militaires chez nous. Et pour répondre à tout ça, on doit non seulement se débarrasser du franc CFA, on doit se débarrasser de ces bases militaires étrangères et surtout, on doit créer une armée continentale capable de défendre les intérêts du continent africain. Sur le plan même monétaire, c'est un point essentiel. On doit créer un gendarme sur tout le continent africain. Il faut une politique économique contrôlée, dirigée par une autorité continentale. Il faut un gendarme sur tout le continent pour contrôler tout cela, organiser tout cela, encadrer tout cela. Ils ont mis des bases militaires chez nous partout, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, partout. Et ce sont ces bases militaires-là qui créent le bordel partout, qui déstabilisent nos États. C'est des armées qu'on envoie, des opérations Sangari, tantôt Serval, tantôt ci, tantôt ça qu'on envoie partout sur le continent africain. L'ONU est là, mais l'ONU ne fait rien. Les soldats sont là, les casques bleus, ils sont payés. Ils ont des frais d'émission et tout ça, mais ils ne sont pas là pour se sacrifier pour le continent. Alors que si on crée une armée continentale, ces enfants-là seront prêts à mourir pour l'Afrique parce qu'ils sont d'abord africains. Ils aiment leur pays, ils aiment leur continent, ils seront prêts à mourir pour. Au lieu de prendre un Pakistanais ou, je ne sais pas, un Péruvien qu'on met dans le casque bleu de l'ONU, qu'on envoie en Afrique et ils regardent les Africains s'entretuer, ils ne disent rien. Si on prend un enfant africain, on met là-bas, forcément, il agira pour le bien de tous, parce qu'il est africain d'abord. Ce sont eux qui financent. Le Mozambique, comme par hasard, on a découvert qu'il y avait des gisements de pétrole. Tout de suite, on annonce de façon pompeuse l'arrivée des djihadistes dans une partie de l'Afrique où il n'y a presque pas de musulmans. Les pays lusophones sont rarement, il y a rarement des musulmans dans les pays lusophones. Mais d'où viennent cette secte islamiste nouvelle qui apparaît comme ça, comme par magie, dans cette zone? Loin au Mozambique. Parce qu'il y a des richesses. Ce sont ces mêmes qui envoient des djihadistes, des pilleurs sous couvert de l'islam généralement, pour aller piller des richesses et remettre à ces multinationales qui renvoient en Europe pour transformer et se faire des fortunes et des fortunes sur les richesses de notre sous-sol. Boko Haram par-ci, les Shebabs par-là, c'est le Moudjao, c'est les Moudjahidines, le ceci, le cela, à gauche, à droite, tout type de secte islamiste partout sur le continent africain. Financé par qui? J'aborde la 4e partie sur le plan linguistique, qui est quelque chose d'assez important, parce qu'il faut ce ciment-là entre le peuple africain. Et le ciment ici, c'est sa langue. C'est l'espace où, du moins, on peut ressentir le génie humain d'un peuple à travers sa langue, sa culture. Il faut quelque chose
d'endogène au continent et qui va rayonner d'abord sur le continent et ensuite pour le reste de l'humanité. On n'emprunte pas la religion à d'autres peuples. On n'emprunte pas la religion à quelqu'un. On n'emprunte pas la culture à quelqu'un parce que la religion ici est un fait culturel. Quand tu empruntes la culture de l'autre, ça voudrait dire que tu t'es mis toi-même au tombeau. Tu as mis toi-même au tombeau ta culture et ses valeurs susceptibles de te faire rayonner et résister. On peut dire à l'agression, parce que pour résister, il faut culturellement être bien imprégné, avoir des racines bien profondes, parce qu'un arbre, avant de pousser, avant d'avoir de longues branches, avant d'avoir une très grande hauteur, doit d'abord s'enraciner. Doit s'enraciner. Le mot est assez important, est très important, s'enraciner. J'insiste là-dessus. Tu ne peux pas embrasser la culture de l'autre en mettant au tombeau ta propre culture. Tu ne peux pas embrasser la religion de l'autre en mettant au tombeau ta propre religion. Embrasser l'islam, embrasser le christianisme, pour toi qui es africain, voudrait dire que tu as embrassé la vision d'un autre peuple. Ça voudrait dire que tu es en contradiction avec toi-même. C'est-à-dire que à travers la religion ici exprime quoi? La vision du monde, ou bien du moins le rapport à la transcendance de ce peuple-là. Son rapport à la transcendance. C'est-à-dire l'arabe, comment lui, il vit. Quel est son rapport, lui, à la transcendance? Il exprime à travers l'islam, qui est de sa culture, qui est créé en terre arabe avant de s'élargir, avant de dominer d'autres parties du monde par la guerre et l'épée, comme le christianisme s'est fait avec des armes et tout. Quand tu adhères au christianisme, ça veut dire quelque part, tu as rejeté ta propre culture, tu t'es régné toi-même, c'est-à-dire que tu as embrassé la vision, le rapport transcendantal d'un peuple à la transcendance, en abandonnant la vision du monde de tes ancêtres. La question que tu dois te poser, c'est que moi, en tant qu'Africain, comment mes ancêtres concevaient Dieu? Quel était le rapport de mes ancêtres avec Dieu? C'est pour ça que Marcus Garvey disait, les dieux viendront d'Égypte et d'Éthiopie. Car un peuple ne peut voir Dieu qu'à travers ses propres lunettes. Il y a un mot très important dedans. Tu ne peux pas voir le Dieu à travers les lunettes d'un autre peuple. Il faut voir le Dieu à travers tes propres lunettes. Dieu n'est visible à chaque peuple que par ses propres lunettes. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est des choses à comprendre, à méditer dessus. Le ciment, comme j'étais en train de dire, c'est cette langue-là qui a été votée, qui est reconnue à l'ONU depuis 1975 comme étant la langue qui représente le continent africain. Le Swahili. On peut aussi avoir le Lingala. Le Lingala qui est parlé par plus d'une centaine de millions d'Africains. C'est une langue de référence, une langue de ressource. Le panafricanisme sur l'ensemble du continent africain doit être enseigné. Je parle du panafricanisme ici de masse. Je ne parle pas du panafricanisme élitiste. Je parle du panafricanisme de masse parce que c'est ce qui compte. Ça doit être ce qu'on appelle la religion de notre survie. Comme aime bien dire mon maître Lasconi. Panafricanisme, religion de notre survie. Parce que s'il n'y a pas ce panafricanisme-là, l'Afrique disparaît. S'il n'y a pas l'Afrique traditionnelle, l'Afrique des profondeurs, l'Afrique disparaîtra. Je vais donc aborder le dernier point pour terminer, pour ne pas faire trop long. J'interpelle
j'invite les Africains à s'interroger sur leur propre spiritualité, à s'interroger sur la spiritualité de leurs ancêtres, la religion traditionnelle du continent africain. Je sais qu'il est très difficile de faire quoi que ce soit en Afrique en mettant de côté l'islam, en mettant de côté le christianisme et tout cela. Même si vous lancez un projet en Afrique en vous disant vous allez écarter les chrétiens africains et des musulmans africains, une chose est sûre, vous allez être, je sais pas si vous allez être nombreux dans ce projet parce que, qu'on le veuille ou non, majoritairement les Africains sont chrétiens et musulmans. Il faut s'interroger, il faut se poser des questions. Combien de conflits ont été résolus en Afrique grâce à l'islam? 0. Combien de conflits ont été... On peut compter combien de conflits sur le continent ont été créés sur le continent à cause de l'islam, des guerres religieuses entre musulmans eux-mêmes. Il y en a des tonnes. Entre musulmans et chrétiens africains, il y en a des tonnes. Des tonnes de guerres. La plupart de ces guerres sont des guerres religieuses, sont des guerres tribales. Et les Occidentaux savent s'en servir. Ils agitent ces deux fibres-là pour mettre les Africains en conflit et derrière, puiser les richesses. On voit partout sur le continent africain. Tous ces problèmes-là liés à quoi encore? La religion. Tous ces problèmes liés à quoi? Au tribalisme. Qu'est-ce que ça a apporté comme solution les religions importées en Afrique? Ça n'a créé que des problèmes, des ennuis et des divisions entre Africains. Tu ne peux pas épouser tel parce que non, elle est musulmane, il faut te convertir. Tu ne peux pas faire ci parce que non, il faut venir à l'église. Tu as vu une belle fille qui te plaît, ah non, si tu n'appartiens, si tu ne viens pas dans mon église voir mon pasteur, te convertir, participer, assister au culte avec nous, il n'est pas possible d'épouser cette fille. Des barrières qu'on se met nous-mêmes. Parce qu'on a adopté ce que, pas adopté, on a finalement accepté sous l'écrasement, sous la menace de l'épée, sous la menace du couteau, des armes à feu, des religions qui n'avaient au départ rien à voir avec l'Afrique. Raison pour laquelle moi, j'adhère à la vision de mes ancêtres en ce qui concerne le transcendant. Mon rapport à Dieu est un rapport purement endogène à l'Afrique. La culture africaine doit rayonner de partout dans le monde. Comme elle a toujours su régner sans verser la moindre goutte de sang. C'était, voilà, ce point-là important que moi je voulais aborder avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager. Et je vais encore profiter pour vous présenter mon bouquin intitulé Folie et calvaire des migrants, qui est paru en 2020 et qui coûte 15 € en librairie. Mais si vous voulez le bouquin, contactez-moi tout simplement et je vous l'enverrai. En cliquant Bertie Le Kamit Sikadi sur Facebook, vous me retrouvez facilement. Et puis, je vous enverrai votre exemplaire. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce petit live, cette belle petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Merci surtout de partager massivement. C'était votre frère Bertie Le Kamit Sikadi.